Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une rareté de carburant est constatée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince cette semaine. Alors que les automobilistes expriment leur frustration, le BMPAD tente de rassurer en annonçant l'arrivée de 165 000 barils de gasoline dans les prochaines 48 heures. Maintenir en place un conseil électoral qui n'a aucune légitimité est une erreur, estime Ronnie Desroches, qui est toutefois convaincu de la nécessité d'organiser les élections dans le pays. L'économie haïtienne a connu une croissance négative de 4% cette année, une plongée caractérisée notamment par la destruction de richesses pendant les années précédentes, selon Kessner Farrell, qui présentait le bilan annuel de l'économie ce mardi. Entre colère et frustration, des citoyens de la capitale font la queue devant les pompes à essence pour s'approvisionner en carburant et notamment en gasoline. Au centre-ville, à Delma, à Pétionville, plusieurs stations de service sont fermées et celles qui fonctionnent ne disposent que du diesel selon des pompistes qui réclament l'anonymat. Interrogés par Métropole, certains automobilistes craignent, à l'approche du Nouvel An, qu'il ne s'agisse de manœuvres à des fins politiques pour renverser le pouvoir en place. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. C'est extrêmement grave. Nous, dans une période de fête, de fin d'année, pas n'importe qui fête. Malheureusement, hier, je manqué dormir dehors parce que je n'ai un gaz pour rentrer la caille. Ce ne sont plus des rumeurs compte tenu du tableau observé dans les stations de service. De nombreux citoyens subissent déjà les conséquences néfastes de la pénurie de produits pétroliers, notamment de gasoline. Finalement, côté m'dabral comme si récit délivré, c'est lorsque m'dabral passer bon pompe sous Delma là, OK m'dab sorti juste 15 coffres, m'obligé sortir sur libre pour me descendre là. OK? M'rivé au fait me payer gallon gaz là à 500 gouttes, m'acheter 2 gallons gaz hier pour 1000 gouttes. M'pense que c'est grave parce que nous dans fête de fin d'année. Colère, bousculade, frustration, les mêmes scènes refont surface. Entre ras-le-bol et résignation, automobilistes et motocyclistes font la queue pour pouvoir s'approvisionner. Dans le moment où on vit là, on a regardé dans le population, même diesel là, si rien, nous ne pouvons pas rentrer à l'DL. Parce que la gasoline, on est même en difficulté pour joindre. On va avoir avec la circulation, il y a trois machines qui ont des gaz. Machine gasoline, on comble pour plan. Les bouts qui ont fait diesel là, ils ne sont pas capables. Pour le moment, par contre, ça gouvernement dans l'État, secteur privé, maintenant, mais qu'est-ce qu'il y a gaz qui ça cause? Parce que moi, je suis en bas, je suis en bas de gaz. Ça fait ça pour le moment. Au centre-ville, à Delma et à Pétionville, la situation ne diffère pas. Les fameux galons jaunes sont de retour et comme c'est devenu une habitude, la rareté du carburant fait l'affaire des opportunistes. Les agents de sécurité des pompes font tout leur possible pour éviter les attroupements, mais visiblement, ils sont dépassés par les événements. La PNH tente de leur prêter main forte afin d'empêcher des embouteillages. Par rapport à la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas accepter le constat. Si nous avons entré dans une pompe, nous avons un gaz, nous avons des trois camionnettes devant qui brisent une gasoline, nous ne pouvons pas avoir une solution. Nous avons plus de temps. Parce qu'il y a plusieurs pompes qui ont gasoline, mais il y a un embouteillage qui est bourrara. Mais on va faire à mesure pendant fin année, fin semaine, commence à cailler. Une nouvelle rareté de carburant vient s'ajouter aux préoccupations d'ordre sociopolitique auxquelles sont confrontés les citoyens. Une situation à laquelle personne ne s'attendait et qui perturbe le cours normal des activités. Nous rencontrons un problème depuis le matin, tout pompe fermé, nous besoin de gaz, nous n'avons pas de gaz. Carrefour, aéroport a prolongé, net allé. Pas de gaz, non, pas de gaz. Kidnapping dans la rue, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas à manger. Et pour ta sociale de manger, nous ne sommes pas capables parce que pas de gaz, les machines ont commencé à monter malheureusement. Ce n'est pas la première fois et loin d'être la dernière de la vie des interrogés, certains y voient une action anonyme pour relancer les mouvements populaires comme en 2018 ou en 2019. Des chauffeurs distinguent déjà des manœuvres politiques derrière cette subite pénurie. Pas gaz, c'est pas gaz. Il y a stocké gaz. Toutes ces maintenant, c'est gaz, pas de problème.
Nous connaissons fait l'arrivée, dernière fin d'année arrivée. Nous stocké gaz pour faire marché noir. Son bagage a fait peut-être qu'à boycotter le gouvernement en place là. Parce que yo dit faut qu'il y a le 7 février 2021 ouais pas ouais. Bon plus que yo dit bon si on camper gaz là, machine pas ka fonctionner, passager pas ka jeune, machine puis monter, chauffeur ka monter comme ça sur yo a un soulèvement quand même. Ça a venu un chauffement pour ka gâter ka capoter gouvernement en place ça. Une fois de plus, c'est un véritable casse-tête pour les citoyens de la capitale de faire le plein. Certaines pompes à essence sont fermées totalement, d'autres qui fonctionnent disposent seulement de diesel, et quand finalement il y en a une qui distribue de la gasoline, s'approvisionner est loin d'être une partie de plaisir. À l'approche du nouvel an, les produits pétroliers viennent perturber le cours normal de la vie nationale. Toutefois, les autorités tentent de jouer leur partition. Elles annoncent dans une note rendue publique ce 29 décembre par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement que 165 000 barils sont attendus à Port-au-Prince. Toutefois, il faudra attendre 48 heures pour que la distribution commence, ce qui confirme largement l'existence d'une rareté. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les deux congressmen américains qui se positionnent en faveur d'une transition en Haïti ont des liens avec certains secteurs politiques ou économiques dans le pays, selon l'expert en question de démocratie Stanley Lucas. Intervenant sur Métropole, il a évoqué le lobbying qu'il qualifie d'agressif du secteur des droits humains à Washington. Néanmoins, les autorités américaines ont peu de doutes sur la date de la fin du mandat de Jovenel Moïse. Écoutons un extrait de l'intervention de Stanley Lucas. Gregory Mix, c'est un congressman qui était qu'on travaille dans Ways and Means Committee et il est très proche de 2 ou 3 éléments secteur privé en Haïti et congressman Andy Levin et lui suivent Haïti, sont bons amis Pierre Espérance que lui. Un lobbying agressif de certains éléments du secteur privé et de certains éléments de droits humains en Haïti. Bon, dans le secteur privé, il y a des éléments qui dans le domaine sous les bancaires, domaine assemblage, donc qui étaient intéressés sous question tout goût par rapport à tout dollar dans Washington. Et bon, bien entendu, l'espérance lui-même, tout a monté Washington pour venir brief congrès américain. Bon, mais ici, dans Washington, son bail qui est clair, c'est que je connais que le gouvernement Jovenel Moïse, son gouvernement élu, qui prêtait serment le 7 février 2017, après validation et publication des résultats définitifs le 3 janvier 2017, qui était l'année électorale. Son élection qui était respecté standard international que OEA et Américains ont observé, soit regarder communiqué chairman précédent et communiqué qui est dans le Congrès et communiqué qui sorti tout dans OEA le 29 mai année ça, il dit clairement que le mandat président a fini le 7 février 2022. Bon, les États-Unis vont pas supporter coup d'État en Haïti le 7 février 2021, son bail qui clair. Qui prend déclaration Silayo sous politique pays d'Haïti? Bon, venant du Congrès américain, bon, c'est des déclarations pour prendre au sérieux. Bon, là, ça, ambassadeur d'Haïti à Washington, ambassadeur Edmond Bouchy, pour le brief Congrès américain sur qui sa réalité a dans le pays d'Haïti en matière électorale. C'est pour moi qui est compliqué. C'est vrai que l'élection en retard en Haïti, pendant peut-être 3 ans et demi, il y a à peu près 7 sénateurs avec violence qui bloquaient votre loi électorale là et votre budget pour l'élection parfaite dans le pays d'Haïti. Bon, au niveau des droits humains, bagaille pas difficile pour expliquer dans le dossier que y a posé question sur yo. Même moun k'ap fait rapport droits humains dans Washington yo, c'est eux même encore k'ap gérer pouvoir judiciaire.
Maintenir en place un CEP qui n'a aucune légitimité est une erreur, selon Ronnie Desroches. Si le responsable de l'initiative de la société civile juge nécessaire d'organiser les élections dans le pays, il insiste par ailleurs sur la nécessité de revoir l'institution électorale dans le cadre d'un dialogue. Nous écoutons Ronnie Desroches. Je crois que c'est une erreur de la part du président de la République de vouloir maintenir ce CEP qui n'a aucune légitimité, aucune légalité. Ceci n'a pas été fait selon les vœux de la loi, ceci n'a pas été fait en concertation avec les différents acteurs concernés. Donc, pour moi, dans le cadre d'un dialogue, il faudrait repenser ce CEP, revoir le CEP et aussi repenser les modalités des élections. Elles sont nécessaires, ces élections. Il faut que nous ayons un corps législatif, un pouvoir législatif qui puisse voter des lois. Ce n'est pas la prérogative du président de promulguer des lois sans que ceci n'a été voté par un parlement. Nous avons besoin d'élections, mais il faut qu'il y ait un consensus. Autrement, ce sera des élus contestés et nous savons que ceci est source d'instabilité dans le pays. Ce qui concerne la Constitution, mon point de vue est le même. Une loi fondamentale, la loi mère du pays, ne peut pas être élaborée par un petit groupe de personnes. Là encore, il faut un consensus. Il faut d'abord avoir un consensus sur le principe même de l'amendement, le principe même de la révision de la Constitution. Et il faut qu'il y ait également un consensus sur les modalités. Je pense que un dialogue est indispensable dans ce pays si nous voulons assurer un minimum de stabilité. L'économie haïtienne a connu une croissance négative de 4% cette année. Une plongée caractérisée notamment par la destruction de richesses pendant les années précédentes, selon Kessner Farrell. L'économiste qui présentait le bilan économique annuel ce mardi a souligné que l'économie du pays n'a jamais connu 2 années consécutives de contraction pendant les 20 dernières années. Un tel niveau a été atteint seulement lors de l'embargo du début des années 90. Alors que l'économie mondiale est impactée par la pandémie de Covid-19, le gouvernement haïtien, lui, prévoit une croissance de 2% pour l'année 2021, ce qui est nettement supérieur aux 1,3% prévu par les analystes économiques. Nous voyons comment que l'économie haïtienne, la deuxième partie décennie, de 2015 jusqu'à nos jours, comment la situation évolue dans l'économie haïtienne. Nous voyons que la croissance est extrêmement faible, 1,5, 1,2, 1,5%. La croissance n'est pas suffisante pour capable de retirer les gens dans la misère, dans la pauvreté et dans l'extrême pauvreté. Il faut que nous croissions à un rythme beaucoup plus rapide, une croissance beaucoup plus élevée, de façon pour que 1,5% de croissance démographique là, nous sommes capables de satisfaire les besoins de la population haïtienne. Nous allons voir ce qui s'est passé pendant 2 dernières années, le plongeon réalisé par l'économie haïtienne. Donc ça, c'est destruction de richesse qui fait. Moins 1,8%, il parle de l'autre bagaille, c'est 18-19 là. Nous allons rappeler un pays là, pas vrai. Il va continuer à plonger descendre 19-20 pour atteindre le creux de 4%. Donc là, exprimer, nous allons plonger ça, exprimer destruction de richesse qui va moins d'emplois et qui va plus pauvreté et plus extrême pauvreté. Notre invité d'aujourd'hui est M. William Savary, économiste, fondateur et président du Haitian Stock Exchange, un habitué de la maison. C'est sans doute la raison pour laquelle il est présent ici ce soir dans les studios de Metro News. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir auditeurs et auditrices de Métropole. Bon, nous avons voulu terminer cette année sur une note positive. On a avalé suffisamment de mauvaises nouvelles pendant tous ces derniers mois et on a voulu trouver un thème qui nous permette de susciter un certain espoir, une certaine réaction positive. Et William, vous avez suggéré qu'on s'intéresse
à la production du riz, pour beaucoup de raisons. Alors, Bon, premièrement, il faut dire qu'on s'intéresse à la production nationale. Parce que c'est à la production nationale, si vous voulez, c'est un discours qui est tenu par plusieurs personnes, tant de l'opposition que du gouvernement en place, le secteur privé, l'international, les bailleurs de fonds, tous les gens impliqués dans l'avenir de la République d'Haïti en parlent à un moment ou à un autre de la production nationale. Maintenant, je veux évoquer la production du riz comme point de départ. D'une part parce qu'en fait, Haïti est le premier consommateur, le premier importateur de riz des États-Unis. Donc l'année dernière, 2019, Haïti a importé au-delà de 400 000 tonnes de riz des États-Unis. Maintenant, et la production nationale en Haïti, depuis déjà 30 ans, sillonne autour de 70 à 80 tonnes. 80 000 tonnes. 80 000 tonnes métriques de production. Et ceci sur une superficie de à peu près 80 000 acres de terrain. Acres, il faut diviser par 2 pour avoir... C'est ça. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, les 400 000 et des poussières tonnes métriques que nous avons importées des États-Unis, le coût est de 200 millions de dollars. Ce qui vous fait un équivalent de à peu près 400 dollars à peu près par tonne métrique de riz en Haïti. Maintenant, en plus du coût, ce sont des fonds qui sont alloués à l'acquisition, mais il y a aussi le coût du transport, le coût de l'assurance, et arrivé sur le terrain local, il y a le transport de DEFPOI, etc., à travers la distribution. Il y a les coûts de distribution. Mais ce qui est important, c'est que le fait que Haïti représente un marché garanti pour l'importation du riz américain, la valeur des rizières aux États-Unis, aujourd'hui, une rizière d'un carreau de terre a une valeur de 8 000 dollars. Donc, ce qui fait Mais ça veut dire quoi? Ça a baissé, ça a augmenté? Parce que 8 000 dollars, non, 8 000 ça ne dit rien aux béotiens que je suis. Oui, mais ce que ça veut dire que la production du riz, la mise en valeur, la valorisation des rizières crée la richesse et crée la fortune. Parce qu'une rizière qui a une valeur de 8 000 dollars, si vous possédez 10 000, vous devenez bancable. Vous êtes en mesure d'avoir accès à des crédits. Vous êtes en mesure d'emprunter de l'argent et acheter des équipements modernes. Vous êtes en mesure de moderniser, vous êtes d'aller et de conquérir d'autres marchés. C'est cette valeur que ça a. Maintenant, se focaliser sur la production nationale, c'est vraiment en dehors de la production pour satisfaire les besoins de la nation. Parce qu'à une époque, Haïti était autosuffisant en matière de production de riz. En matière de production alimentaire. Pas seulement le riz. Et même jusqu'à la fin des années 50. Non, jusqu'à l'année 85, Haïti était autonome en matière de production de riz. Les États-Unis exportaient vers Haïti à peu près 7 000 tonnes de riz. Donc, et on se suffisait. Maintenant, ce qui est arrivé... Merci, M. Bill Clinton. M. Bill Clinton. Mais il fallait dire que pour lui, c'était une décision politique parce qu'il fallait satisfaire les attentes des producteurs de riz de Arkansas. Oui, bien sûr. Mais ça s'est quand même fait au détriment du riz de l'Artibonite. Et ces larmes de crocodile n'ont rien changé à la réalité des faits. C'est ça. Maintenant, le fait que nous soyons des importateurs nets de riz, ça appauvrit les fermiers qui sont engagés dans la production de riz. Parce qu'ils ne peuvent pas, d'une part, leurs rizières ne peuvent pas être appréciées en valeur, et ils ne peuvent pas non plus emprunter de l'argent des banques, ils ne peuvent pas non plus augmenter leur capacité productive. Donc, c'est un double tranchant. D'un côté, en important le riz des Américains, nous enrichissons, nous créons de la valeur chez eux, et la valeur que nous créons chez eux, parallèlement, correspond à l'appauvrissement de nos paysans, de notre propre paysan. C'est ça. Maintenant, un calcul intéressant, sur une production annuelle, sur une importation annuelle de 210 millions de dollars. Ce qui est intéressant, c'est que la marge de profit, on va le prendre dans l'agrégat,
ne dépasse pas 30 millions de dollars. Collectivement, c'est ce que gagnent les importateurs de riz dans le pays. Parce qu'en plus de cette marge de profit de 15%, ils doivent additionner le coût de transport, les assurances, etc. Donc, c'est-à-dire maintenant, si vous voulez, pour 30 millions de dollars, collectivement qu'ils gagnent dans l'agrégat, ils sont en train de sacrifier la production nationale et la création de la prospérité en Haïti. Bien, bon, on a bien compris. Nous avons affaire à un géant qui a choisi, je ne dis pas de se débarrasser de ses surplus sur place, mais il y a quand même un petit peu de ça. Parce que le riz américain est subventionné. Exactement, le riz américain est subventionné, donc nos pauvres planteurs de l'artibonite, à moins que l'État haïtien ne décide aussi de subventionner ses propres agriculteurs, ils n'ont aucune chance. Mais il y a une seule... Mais c'est pas qu'ils n'ont pas une chance. Il faudrait repenser la production du riz. Parce qu'on peut ne pas être en mesure, en matière de prix, de faire la concurrence avec les Américains. Mais en matière de qualité, en matière de la proximité de notre production vis-à-vis des standards de bio, mais on veut importer le riz, mais on voudrait que notre riz ait accès à leur marché. Et vous avez lâché le mot magique qui est bio. Notre riz est bio, ou il est considéré comme tel dans le monde, et il a beaucoup de saveurs, et il est varié aussi. Absolument. Il y a plusieurs. Il y a le riz de montagne et le riz des marécages. Voilà, oui. Donc, et puis ils ont des goûts totalement différents. Totalement différents. Ils sont succulents. Bien, alors maintenant, il fut un temps, pas si lointain, une trentaine d'années, où, vous venez de le rappeler, on était autonome en matière de production de riz, évidemment. La population était beaucoup moins nombreuse, etc. Mais on exportait aussi du riz à l'époque. Absolument. Je sais qu'il y a encore aujourd'hui plusieurs dizaines de fermes d'État qui sont là à l'abandon et qui n'attendent qu'un investissement pour les faire redémarrer. Absolument. Le président de la République, Jovenel Moïse, répète à satiété qu'il faut relancer la production rizicole. On a ce qu'il faut, on a les terres, on a l'eau. On a l'eau, on a les terres. On a les terres et on a le savoir-faire. On a le savoir-faire. Maintenant, pour le savoir-faire, je pense que le savoir-faire a beaucoup progressé dans les 40 dernières années. Parce qu'en Haïti, la production, le tonnage per metric ton per acre est actuellement sillonne entre 1 et 2. Mais sur le marché international, ça sillonne entre 3 et 4. Et le savoir-faire pour l'usage de l'eau, l'irrigation, il y a aussi le type de semences qui existe. On peut aller jusqu'à 5 tonnes de riz de production par acre. Donc ça veut dire que le savoir-faire qui est en Haïti a besoin d'être mis à jour. Oui, mais s'il y a une telle différence sur les productions par hectare, entre 1,5 et 4,5, c'est aussi, bien sûr, la technologie a progressé dans ces pays. Nous, c'est encore très manuel, très rudimentaire, mais il y a aussi tous les engrais et tous les adjuvants que l'on met là-dedans, et puis on a vu ça avec les poulets aux hormones, les bœufs qui étaient gonflés artificiellement. Je suis sûr que le riz subit le même sort. Chez eux, pas chez nous. Chez eux. Ouais. Justement, il ne serait pas à souhaiter que ici nous cédions à ce chant des sirènes et qu'on commence à importer, parce que je suis sûr que des compagnies comme Monsanto, ils ont les yeux sur... Bon, ils aimeraient bien avoir du modified rice beans. Voilà, maintenant, bien sûr, oui. Les OGM, les fameux OGM, organismes... Oui. Bon, alors maintenant, le temps passe très vite. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, William Savary? Parce que les retombées de cette poussée, de cette relance de la production du riz, a des retombées dans tous les domaines. Maintenant, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, nous exploitons à peu près entre 70 et 85 000 hectares de terre. Et pour le travail qu'il faut, parce qu'il y a toute la chaîne de savoir-faire qu'il faut. Il y a les moissonneuses, il y a
le transport, il y a le conditionnement, il y a le silo pour le storage, il y a vraiment toute une série de métiers, les métiers de la production du riz qui existent. Maintenant, il faut se rendre compte si on veut créer des emplois, si on veut faire de la production du riz une locomotive de la production nationale ou de la création de la prospérité, ce que j'aime dire, et c'est très possible. Parce que lorsque vous devez, pour la mise en valeur de 70 000 à 80 000 carreaux de hectares de terre, il vous faut à peu près 2 à 3 personnes par hectare. Maintenant, vous devez vous rendre compte, si vous parvenez à mettre en valeur 300 000 carreaux de terre, hectares de terre, ce qu'il vous faudrait, en fait, pour satisfaire... Et qui existe. Et qui répondrait qui satisferait la production, la demande nationale. Ça vous fait 300 000, il vous faut 3 personnes par hectare, ça vous fait 1 million d'emplois. Voilà. Donc, la production risicole peut, parce que les éléments sont là, ils existent et ils ont déjà été utilisés, peut déboucher sur la création de 1 million d'emplois dans le pays. Et ce qui est intéressant, c'est 18 mois. C'est sur une période de 18 mois. Donc, là, ça donne à réfléchir. Donc, il faudrait que si les gens responsables de ce... Attendez, il faut 18 mois entre le moment où on a planté et le moment où on récolte. Absolument. Je pensais que c'était moins. Non, c'est beaucoup moins, mais il faut prendre en compte que il faut préparer les terrains, il faut préparer l'irrigation, il faut... il y a tout ce travail. Parce que sinon, le travail... la production, c'est 3-4 mois. Pousse, voilà, c'est 4 mois. Ça pousse et ça se récolte après 4 mois. Donc, on se donne 12 mois. Avec tous les travaux d'infrastructure qu'il faut faire, c'est ça. Okay. Mais moi, je préfère garder à l'esprit qu'entre le moment où on a fini de planter et le moment où on récolte, il s'est écoulé 4 mois. 4 mois. Donc après 4 mois, vous devenez rentable. Rentable, absolument. Bon. Absolument. Il faudrait le répéter. Après 4 mois, vous devenez rentable. Voilà. Ouais. Vous plantez un avocatier, il faut attendre 4 ans. Oui, et en plus, on parle de la création d'1 million d'emplois. Création d'1 million d'emplois. Comment ça s'appelle? Sur toute la filière, sur le savoir-faire qui est étendu sur toute la chaîne de valeur de la production du riz. Maintenant, il ne faut pas oublier que si on veut aller au-delà de la production du riz pour la consommation, il y a quand même la filière de la transformation du riz en farine, en céréales. Il y a même le saki. L'agroalimentaire. Il y a le saki qui est la boisson japonaise que l'on peut fabriquer. Donc il y a toute une série. Oui, alors là vous allez avoir des problèmes avec la famille Barancourt. Mais ce qui est intéressant, si on prend en considération les chaînes additionnelles, on parle maintenant d'1 500 000 emplois. Non, mais alors quand on sait en plus que pour chaque personne qui a un salaire fixe, il y a minimum 6 dépendants, c'est-à-dire qu'en favorisant cette filière et en la faisant produire au maximum de ses capacités, finalement, c'est 6-7 millions et peut-être 8 millions de gens qui se retrouvent hors misère et sur la voie de la prospérité. Maintenant, ce qu'il faut additionner, c'est que maintenant, si on parvient à remettre en place, à faire de la production du riz une locomotive pour la création de la prospérité, la pression sur la goutte sera diminuée. Voilà. En plus. Bien sûr, parce que là, du coup, il y a des devises qui vont entrer. Et qui restent. Et qui vont rester, bien sûr. Maintenant, on a des devises pour investir dans d'autres filières. Voilà. Alors, évidemment, la question qui fâche, aujourd'hui, en Haïti, il y a un certain nombre d'investisseurs qui gagnent leur vie à importer du riz, parce que ça ne va pas entièrement dans la poche des Américains. Il y a des acteurs locaux qui font leur beurre, si j'ose dire, avec ce riz. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils vont se révolter. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Maintenant, il faut se rendre compte d'une chose fondamentale, on l'a souligné il y a un instant, le profit maximum que ces gars puissent gagner. Ils ne peuvent pas gagner au-delà de 20% du coût de l'importation. C'est ça. Donc, collectivement, ils gagnent peut-être 20 millions à 30 millions de dollars, collectivement. Parce qu'il y a quand même une certaine marge que l'industrie ou le commerce
vous permettre. Bon, le homard, c'est de 30%, donc on prend des importations de 200 millions, ça leur donne 60 millions de dollars collectivement. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pour que ces gars gagnent 60 millions de dollars, on sacrifie le développement national. On sacrifie la création de 2 millions et plus d'emplois. Il faut leur suggérer. C'est l'argumentaire maintenant. Il faut qu'ils deviennent partie prenante. Voilà, il faut qu'ils abandonnent l'aspect purement commercial, import-export, pour s'impliquer dans la production, qu'ils deviennent partie prenante de la production. Maintenant, en plus... Et en plus, vous venez de me dire que par carreau, il suffit d'avoir 5 personnes. Donc, ils vont donner de l'emploi, ils vont avoir une production, ils vont pouvoir exporter. Ils n'arriveront peut-être pas tout de suite à 60 millions de dollars à partager entre les différents... Ils vont gagner davantage. Mais ils risquent, plus ça va se développer, plus ils vont gagner. Oui, ils vont gagner davantage. Tout le monde peut gagner dans cette histoire. Pourquoi ils vont gagner davantage? C'est parce qu'en fait, le riz qui est importé en Haïti, Haïti le paie à 400 dollars la tonne métrique. Hein? Donc maintenant... Si l'exportation de la qualité du riz, bien sûr, je crois en Haïti, nous importons le number 4, le numéro 4 ou le numéro 5 long grain rice. Okay? Oui, maintenant, imaginez-vous un instant, au lieu de mettre en valeur 200 000 carreaux de terre, 200 000 hectares de terre pour la production du riz, on met en valeur 400 000. Voilà. Donc là, on devient des exportateurs nets du riz. Si c'est eux qui sont impliqués, donc, s'ils exportent 400 millions de tonnes de riz à 400 dollars, c'est eux qui vont gagner les 200 millions. Oui, parce qu'ils prennent la place des exportateurs américains. Absolument. Voilà. Bon, William, on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que, j'espère en tous les cas, que nous avons donné à beaucoup de gens l'occasion de rêver un petit peu, de voir les choses un peu plus positivement. On a pris l'exemple du riz, il y aurait sans doute bien d'autres exemples qu'on pourrait développer, mais pour le riz, c'est une question que vous aviez étudiée particulièrement. Donc vous avez les chiffres, vous avez les données, les prix de la tonne, etc. etc. Donc voilà. Donc j'espère que, encore une fois, je me répète, nous vous avons donné l'occasion de rêver, nous vous avons donné l'occasion d'avoir foi. Peut-être un peu dans l'avenir de ce pays, dont beaucoup de gens disent qu'il va vers sa disparition. Merci William Savary, merci de nous avoir remonté le moral. Merci, c'est toujours un plaisir. Et bon, j'espère qu'en 2021, on verra le début du commencement de cette mini-révolution. Absolument, on le souhaite. Merci William, bonne fin de journée. Voilà, c'était M. William Savary, économiste, fondateur du Haitian Stock Exchange, qui nous a parlé de la grande question du riz en Haïti avec toutes ses implications. L'Organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti, OCSED-H, a lancé officiellement ce mardi son projet de protection et d'appui psychosocial aux enfants vulnérables du bas de Delma. On s'y met l'espoir pour Timoun ka récolter la vie est le nom de ce projet supporté matériellement et financièrement par l'UNICEF. Ce programme, qui doit durer 9 mois, vise à accompagner psychologiquement 5000 enfants âgés de 5 à 15 ans, a fait savoir la présidente de l'OCSED-H, Chrisly Lucas Napoléon. Suivez ses explications. C'est dans le cadre d'un plaidoyer que l'OCSED entreprend auprès de Fonds des Nations Unies pendant presque 6 mois. Donc nous avons montré la nécessité qui gagne pour nous sauver les gens qui sont dans le quartier populaire. Donc, yo répondre avec nous et puis l'activité à lui-même déjà commencé que nous sur le terrain avec un staff qui gagne psychologue, travailleur social, qui gagne des moniteurs pour que les gens nous aller nous rencontrer nous un encadrement pour que nous identifier les gens qui parlent l'école, les gens qui gagne troubles psychologiques nous un support pour nous capable aider les gens à joindre vie normale. Ça veut dire que les gens en plus que nous garder si moun qui parle l'école, nous arrivons à identifier,
nous arrivons à un accompagnement psychologique parce qu'on a un projet sur projet psychosocial. Ça veut dire typiquement un rapport avec tout ça qui gagne comme problème que Timoun lui-même est capable de gagner au niveau psychologique. Donc, et puis ensuite, dans le cas d'activité, ça encore, nous avons des sensibilisations que nous organisons pour grand monde. Ça veut dire que pour adultes, dans le cas de protection de Timoun, puis on connaît qui ça qui protection de Timoun, puis on connaît qui gens que eux-mêmes doivent protéger Timoun, et puis permettre à ce que les parents qui sont plus vulnérables, nous travaillons avec eux, nous accompagnons pour nous permettre à ce que capables continuer à aimer Timoun, continuer à supporter puis retourner à l'école. Ce qui attend nous, c'est que nous devons toucher au niveau psychosocial, la psychosocial, nous devons toucher 5000 Timoun. Nous devons toucher 1500 adultes pour que nous parler avec eux de l'importance qu'il y a pour protéger Timoun, pour encadrer Timoun. Parce que tout le temps, toujours dit, Timoun aujourd'hui, grand monde demain, mais on toujours dit dans la parole, mais en action, donc nous négligeons et puis après 5 ans, 10 ans, nous venons gagner un résultat que nous avons gagné aujourd'hui. Ça fait OCSED, dans le cadre d'engagement que nous prenons, dans le cadre de protection de Timoun, nous avons 14 ans que nous travaillons avec Timoun. Nous descendons à joindre Timoun dans le quartier. Donc, ce n'est pas Timoun qui vient joindre nous. Donc, nous arrivons à identifier les problèmes pour nous capables d'aider, pour nous capables d'accompagner, pour nous avancer avec eux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.